L'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci pour votre fidélité, bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 20 janvier 2020. Tout d'abord les titres. La délibération sur la candidature du parti au pouvoir aux prochaines élections présidentielles s'annonce tendue. Deux figures sont citées dans les hautes sphères du parti de l'Aigle, une situation qui peut créer une fracture au sein des deux axes qui s'affrontent pour décrocher l'élection de leur favori. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a saisi pour la seconde fois le médiateur dans la crise burundaise. Dans une correspondance, il lui demande d'intervenir pour empêcher la destruction de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le gouvernement a le devoir de réguler en premier lieu les prix des marchandises. Dans ce magazine, vous allez suivre la réaction du président de l'OLUCOM sur l'annonce du ministre du Commerce disant qu'il revient à la population de refuser les prix exorbitants des boissons de la Braroudi fixés par certains commerçants. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, Lucie Kabera, ingénieur Égide Mwemelo, assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. Un enfant âgé de 12 ans du nom de Divin Igiraneza a été assassiné ce dimanche dans la zone Rukecho, en commune Bosiga de la province Ngozi. Selon les habitants de cette colline, cet enfant a été arrêté à 18h par un ancien policier du nom d'Issa Bigimana, originaire de la commune Butihinda en province de Muyinga, et l'a poignardé au niveau du ventre et de la tête. Cet enfant est mort sur place. L'auteur de ce crime a pris fuite par la suite. Les causes de l'assassinat de cet enfant sont des conflits existants entre cet ancien policier et Gervais Manelambona, le père de cet enfant. Et en province Muyinga, deux jeunes Imbonerakure ont été blessés dans un affrontement qui a eu lieu ce dimanche entre les jeunes du parti CNL et les Imbonerakure sur la colline Bihogo de la zone et commune Gasogwe. Un parmi ces Imbonerakure blessés est dans un état critique. Il reçoit des soins à l'hôpital de Muyinga. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Tout a commencé ce dimanche vers 18h passées de quelques minutes lorsque deux Imbonerakure de la colline Bihogo en commune Gasorgwe ont agressé le responsable du CNL à Gasorgwe et son ami lorsqu'ils étanchaient la soif dans un bistrot de cette colline. Le responsable du CNL, surnommé EZ, et son camarade, ayant constaté que la tension montait de plus en plus, ils ont décidé de rentrer, témoigne un des habitants qui était sur place. Le responsable du CNL à Gasorgwe, appelé EZ, a été agressé par les Imbonerakure alors qu'il partageait un verre avec son ami Choi. Les agresseurs sont les Imbonerakure surnommés Moussa et Saratieri. Les deux Imbonerakure ont poursuivi ces membres du parti CNL. En cours de route, arrivé à 500 mètres du bistrot, la bataille a commencé. Ce citoyen qui était sur les lieux affirmait que ce n'était pas chose facile car les membres du CNL, pour se défendre, ont utilisé une machette qu'ils ont récupérée chez quelqu'un qui était dans les champs. Arrivés à quelques mètres du bistrot, les Imbonerakure les ont alors attaqués. Comme ils étaient 2 à 2, le combat a subitement éclaté. Entre-temps, il y avait un homme qui était dans son champ avec une machette. Pendant qu'ils se préparaient pour intervenir, les deux membres du CNL ont pris sa machette qu'ils ont utilisée pour se défendre contre ces deux Imbonerakure. Un parmi ces Imbonerakure a été grièvement blessé au niveau de la tête et se trouve actuellement dans un état critique. Notre source à Gasorgwe révèle que la victime bénéficie des soins intensifs à l'hôpital de Muyinga. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Jean-Claude Barutkwanayo, administrateur de la commune Gasorgwe.
Merci Nossa Valentin Singirang. Toujours en parlant sécurité, les membres du parti CNL sur la colline Tchendajuru, commune Vumbi de la province Kirundo, sont menacés par la jeunesse affiliée au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Sur cette colline, les membres du parti CNL sont incarcérés, battus et torturés au vu et au su des autorités administratives et policières. Les détails avec Hervé Niouhire. Un groupe de jeunes Imbonerakure, dirigé par un certain Kabande, mène une agression contre les membres du parti CNL sur la sous-colline Rukurazo de la colline Tchendajuru. Ils étaient aux environs de 20h de ce dimanche. Les uns de ces CNR ont été sérieusement battus en plein bistrot où ils étanchaient leur soif. Les autres ont été séquestrés au cours de chemin en train de regagner leur domicile. 3 d'entre eux ont alors été grièvement blessés. De surcroît, un autre membre du parti CNR avait été arrêté et mis sous le verrou pour avoir salué son copartisan dans les termes du parti, comme le témoigne son citoyen. Sezibira a salué dans les termes « Vive le CNL ». Il a été arrêté et emprisonné. Un certain Kawande, natif de Sanika, chef des Imbonerakure, en compagnie des Imbonerakure de la colline Tchendajuru, se sont lancés dans la chasse à l'homme contre le CNL. Il frappait toute personne soupçonnée d'appartenir au parti CNL dans tout le bistrot sans aucune explication. C'était aux environs de 20h. Il est tabassé à l'aide des gourdins. Certains sont à l'agonie. Ces Imbonerakure ont également sillonné toute la colline avec des sifflets, prenant que tout partisan du CNL aura affaire avec eux. En dehors de menaces et intimidations manigancées dans des réunions quotidiennes organisées, celui qui vient au sommet de tous ces abus et exactions commis envers les membres de l'opposition est le nommé Jérôme Biazimana, chef des Imbonerakure en commune Vumbi. Il vient en tête un Imbonerakure nommé Jérôme Biazimana, qui dirige les Imbonerakure en commune Vumbi, et ces derniers agissent sous ses ordres. Il organise des réunions chaque jour pour inciter ces sujets à battre à mort tout opposant. Ce type constitue un danger public. En général, les menaces et les intimidations sont manifestes dans toute la commune. À ce propos, nous avons essayé de contacter par téléphone Jean-Baptiste Kwizera, administrateur de la commune Vumbi, mais sans succès. Merci Hervé Niouhire. Les actes de violence répétitive qui s'observent actuellement dans les provinces d'Ongozi et Kirundo suite à l'intolérance politique ou des biens appartenant aux membres du parti CNL dont les animaux domestiques qui sont tués et les champs de différentes cultures détruites sont des signes qui prouvent qu'il n'y a pas de démocratie au Burundi. Propos d'un expert dans la résolution pacifique des conflits, Jean-Claude Mundwa, explique que ces conflits entre les membres de différents partis politiques peuvent dégénérer dans une insécurité généralisée à travers tout le pays. Jean-Claude Mundwa. Ce sont des signes qui nous montrent que la génération actuelle politique, surtout ceux qui sont sur le pouvoir, ne croient pas du tout à la démocratie telle que les Burundais l'avaient souhaité depuis 1993. Les Burundais croyaient désormais pouvoir participer dans une compétition politique sans persécution politique, où des plans et des opinions politiques peuvent être en compétition sans conséquences négatives. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une persécution politique de plusieurs formes qui peut amener à un niveau de désespoir général parce que c'est la continuité de ce qui se faisait lors des régimes militaires. L'exploitation des jeunes alimentant contre les leurs, leur communauté, la destruction des biens communs et la destruction des vies. C'est ce que nous voyons aujourd'hui qui continue et c'est ce qui a été toujours dans le passé. Et cela peut causer une frustration généralisée qui peut amener à la violence incontrôlable. Je pense que les organisateurs des élections doivent trouver d'autres moyens préventifs et donner un message d'espoir que la démocratie est encore possible au Burundi. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD disait il y a quelques mois que désormais il donne un mois pour corriger ses erreurs, assurant que les gouverneurs des provinces allaient être responsables une fois ces actes de violence se répétaient dans leur province. Donc, cette promesse n'a pas encore produit des fruits. Le président du Parlement vient de dire lui-même qu'il faut mettre l'accent sur la justice comme pilier de la paix, que sans justice, il ne peut pas y avoir de la paix. Je pense que ces voix et messages qui viennent de telles autorités doivent être encouragés, soutenus et surtout mis en pratique. Et je pense que les dirigeants du Burundi et la classe politique en général ont tout ce qui est nécessaire pour prévenir cette génération burundaise de tomber encore une fois dans une crise parce qu'il n'y a pas de raison. Les assassinats ciblés des cambistes observés ces derniers jours qui se font dans un silence total de la justice burundaise montrent qu'il y aurait des hautes
personnalités du pays qui voudraient s'approprier ce métier. Propos de Pacifique Ninahazwe, président du FOCODE. Ce défenseur des droits de l'homme demande des enquêtes minutieuses pour arrêter et traduire en justice les auteurs de ces crimes. Cette réaction intervient après l'assassinat des 3 cambistes dans un délai d'1 mois et demi seulement. Suivez Pacifique Ninahazwe, président du FOCODE. Depuis un certain temps, nous observons une série d'assassinats des changeurs de monnaie étrangères au Burundi. La dernière étant l'assassinat de Madame Mariam Nikiza, tuée samedi dernier à Buyenzi. Madame Mariam qui était beaucoup plus impliquée dans le transfert de monnaie étrangère via le réseau M-Pesa, mais qui par moment pouvait aussi travailler sur le change de monnaie. Je rappelle que il y a 1 mois et demi, un autre cambiste originaire de Bururi avait été assassiné. C'était Onésime Niranibagira, et que 1 mois plus tard, c'était encore un autre cambiste du nom de Jérémy Gendakuriyo, originaire aussi de Bururi. Dans tous ces assassinats, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse pour que l'opinion connaisse qui sont les auteurs de ces assassinats. Mais il y a lieu de s'interroger sur le mobile de tous ces assassinats, étant entendu que ce sont des assassinats qui suivent une série d'arrestations aussi de changeurs de monnaie et de mises en garde très fortes qui avaient été formulées par des autorités burundaises. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte dans cette situation, c'est le fait qu'il est dit que de hautes personnalités de l'État ou des services de sécurité, notamment le cas du général Alain Guillaume Bunyoni, qui sont cités comme étant aussi investis dans le commerce de change de monnaie. Et il y a donc lieu de se demander si ces hautes personnalités ne veulent pas écarter tous les autres citoyens qui seraient impliqués dans ce commerce afin de monopoliser complètement le commerce du change de monnaies étrangères. Donc encore une fois, nous demandons qu'il y ait une enquête sérieuse sur ces meurtres, même si nous n'avons pas beaucoup d'espoir dans ce contexte où beaucoup d'autres citoyens burundais ont été assassinés, ont disparu et qu'aucune enquête sérieuse n'a suivi pour connaître les auteurs de tous ces crimes. C'était Pacifique Ninahazwe, président du FOCODE. Et pour clôturer cette page sécurité, 7 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays durant la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 5 ont été retrouvées mortes dans différents coins du pays. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimiye. 2 personnes ont été tuées à mairie de Bujumbura. La première est une femme du nom de Mariam Nikiza, surnommée Nyota. Elle a été tuée par balle dans la zone Buyenzi samedi dernier. La deuxième est une fille dont le corps a été découvert tout près de la rivière Nahangwa au quartier Mugoboka en zone Gihosha de la commune Nahangwa. 2 personnes ont été également tuées en province Ngozi. Il s'agit d'un enfant de 12 ans qui a été poignardé en zone Rukecho de la commune Busiga ce dimanche par un ancien policier du nom de Issa Bigirimana. L'autre personne s'appelle Méthode Ndouayezu, habitant de la colline Gisagara. Son corps a été découvert sur la colline Gasebei de la commune Ngozi mercredi dernier. Il en est de même en province Bubanza où 2 personnes ont été tuées. Le premier est un homme qui n'a pas été identifié dont le corps a été retrouvé vendredi dernier entre la 11e et la 12e transversale en zone Buringa de la commune Gihanga. L'autre est un certain Léonard Machumi, militaire ex-FAB, qui a été retrouvé mort jeudi dernier dans la réserve naturelle de la Rukoko en commune Gihanga. La dernière personne assassinée la semaine dernière, répertoriée par la RPA, est originaire de la province Chibitoke. Il s'agit d'un petit enfant, Emmanuel Doussenge, âgé de 4 ans. Il a été tué et jeté dans une latrine sur la colline Marambo en commune Rugombo. La victime était introuvable depuis plus de 2 semaines. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page politique, la délibération sur la candidature du parti au pouvoir aux prochaines présidentielles s'annonce tendue, même si le silence s'impose au sujet des noms des probables
candidats. 2 figures sont citées dans les hautes sphères du Parti de l'Aigle. Il s'agit de Pascal Nyabenda, actuel président de l'Assemblée nationale, et le secrétaire général du parti, Évariste Ndayishimiye. Toutefois, des sources fiables au sein du parti craignent une fracture au sein des 2 axes qui s'affrontent pour décrocher l'élection de leur favori. Le point avec Bob Rugurika. Officiellement, aucun nom ne filtre sur la candidature du CNDD-FDD aux prochaines présidentielles de 2020. Mais à travers des canaux de communication interne au sein des membres du Parti de l'Aigle, les noms de Pascal Nyabenda, actuel président de l'Assemblée nationale, et d'Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD, alimentent les réseaux. Des sources fiables autour de la direction du parti CNDD-FDD révèlent qu'en réalité, la bataille pour décrocher le nom du candidat se déroule autour de ces 2 personnalités qui divisent actuellement l'équipe dirigeante. Pierre Nkurunziza, acteur clé dans cette course, soutiendrait une candidature civile de Pascal Nyabenda qui a déjà prouvé sa loyauté en lui offrant sur un plateau d'or le 3e mandat, pourtant contesté en 2015 par le gros des dinosaures du parti. De son côté, le noyau dur, constitué essentiellement par un groupe de généraux issus de l'ex-rébellion du CNDD-FDD, voudrait une candidature militaire, à savoir l'actuel secrétaire général du parti CNDD-FDD, le général-major Évariste Ndayishimiye. Loin de soutenir le numéro 2 de son parti, Pierre Nkurunziza, en sa qualité de guide suprême éternel, aurait déjà affiché publiquement sa préférence à Pascal Nyabenda lors d'une croisade de prière du mois d'août dans laquelle il a révélé qu'une grande et bonne nouvelle allait venir de la province de Bubanza. Nos sources indiquent également que dans ce bras de fer, avec l'axe dur des généraux, Nkurunziza serait soutenu par 2 poids lourds de l'appareil sécuritaire, à savoir le ministre de la Sécurité Alain Guillaume Bunyoni et le patron des services de renseignement, le général Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika. Néanmoins, ajoutent nos sources, le guide suprême éternel du parti, à savoir Pierre Nkurunziza, a le dernier mot en cas du blocage, un mot qui peut changer complètement la donne. Merci Bob Rugurika. En page diplomatie, l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, saisi pour la 2e fois le médiateur dans la crise burundo-burundaise, lui demandant son intervention pour éviter la destruction de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Dans une correspondance lui adressée le 16 de ce mois de janvier, Pierre Buyoya explique que ce plan de destruction des accords d'Arusha se réalise entre autres par le biais de faux procès, dont celui de l'assassinat de Melchior Ndadaye intenté contre les anciens dirigeants du Burundi. Le point avec Éloge Divin Remesha. Dans cette correspondance qui suit celle du 3 mars 2019, l'ancien président Pierre Buyoya montre que le procès Ndadaye est en train d'être conduit principalement en violation des accords d'Arusha, mais également en violation de la Constitution, des lois nationales, des pactes et conventions internationaux auxquels le Burundi a adhéré. Dans sa lettre, l'ancien président Pierre Buyoya a présenté au président Yoweri Kaguta Museveni 3 lacunes qui caractérise le procès des assassins du président Melchior Ndadaye, entre autres les irrégularités qui caractérisent ce procès, le refus aux accusés du droit de faire appel, ainsi que le paradoxe existant sur la procédure prise en considération par la justice concernant l'option prise dans le jugement. Pour ce qui est des irrégularités, l'ancien président Pierre Buyoya qualifie ce procès de purement politique, car ouvert à moins d'une année des élections de 2020. Pour Pierre Buyoya, l'ouverture de ce procès visait à manipuler l'assassinat du président Melchior Ndadaye pour des fins de mobilisation politico-ethnique. Il a également expliqué à Yoweri Museveni le fait que tous les accusés ont les mêmes charges, signifiant ainsi la violation du principe de la responsabilité individuelle en matière pénale. Pierre Buyoya a montré au président ougandais que ce procès est en train de violer l'accord d'Arusha. Il s'est expliqué en parlant du protocole 1, chapitre 2, articles 17 et 18, stipulant que tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. L'autre irrégularité qui a été également signalée par Pierre Buyoya au président Museveni concerne le principe de prescription des 20 ans. Pierre Buyoya a aussi parlé des obstacles visant à remettre en cause le droit à la défense. Les avocats de la défense qui possédaient des mandats de leurs clients n'ont pas eu accès aux différents dossiers d'accusation, a martelé Pierre Buyoya. Pour ce qui est du refus du droit de faire appel, Pierre Buyoya a insisté sur le plan des procédures du refus de réouvrir les débats après la modification du siège en charge du dossier. Pierre Buyoya a également souligné le non-respect des délais d'appel. Là, il a montré que la Cour a rouvert une audience en date du 20 décembre 2019 sans tenir compte du délai des 30 jours exigé pour faire appel contre
autre l'arrêt du 26 novembre 2019. Pierre Buyoya parle aussi du refus à leurs avocats d'intervenir d'une quelconque manière dans le déroulement du procès en leur refusant l'accès aux pièces constitutives du dossier. Enfin, Pierre Buyoya montre le paradoxe qui s'observe concernant la procédure de jugement entrepris, à savoir la procédure du défaut en matière criminelle, tout en restant attaché à la contumace. Pierre Buyoya conclut en signifiant au président Museveni que ce mémorandum a pour objet de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les violations des droits de l'homme qui continuent à être bafouées au Burundi. Et Pierre Buyoya d'ajouter dans sa conclusion que les accusés dans ce procès pourront consulter d'autres juridictions internationales que la justice internationale autorise en pareilles circonstances. Merci Eloge Divin Remecha. En page justice, libération de notre confrère Blaise Pascal Kararumiye dans l'après-midi de ce lundi après une audition devant le gouverneur de la province Karuzi et les conseillers provinciaux, les administrateurs des communes de la province Karuzi et le procureur de la République à Karuzi. Le correspondant de la radio Isanganiro a été entendu sur le cas des informations concernant les financements des coopératives Sangwe œuvrant en province Karuzi qu'il a diffusé en date du 16 du mois en cours. Blaise Pascal Kararumiye a été libéré après 4 jours de détention dans les cachots du commissariat provincial de Karuzi. Entre-temps, nos 4 collègues du groupe de presse Iwachu viennent de totaliser 91 jours en détention dans la prison de Bubanza. Dans un instant, la page économie. En page économie, le ministre du Commerce précise qu'il revient à la population de refuser les prix exorbitants pratiqués par certains commerçants. Pourtant, dans ses missions générales, le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a l'obligation d'assurer la régulation et le contrôle des prix de certains produits stratégiques, selon le décret-loi de 2018 portant réorganisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Le contenu de ce décret avec Walter Quizera. Le décret-loi numéro 100/096 du 8 août 2018 portant réorganisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme dans son premier chapitre, article 1er sur les missions générales de son ministère, indique entre autres missions du ministère celle d'assurer la régulation et le contrôle des prix de certains produits stratégiques, celle d'assurer autant que possible l'application des taux de marge agréés pour limiter les spéculations des entreprises en situation de monopole et d'oligopole, et celle d'assurer le contrôle et la normalisation de la qualité des produits. En son article 18 du second chapitre portant organisation et attribution à la section 2, ce décret attribue au département du commerce intérieur la protection des producteurs et les consommateurs par un suivi des prix des produits stratégiques et de première nécessité, la passation des enquêtes spécifiques sur les activités commerciales pouvant porter préjudice à la santé des consommateurs, la promotion des associations de consommateurs pour la défense de leurs intérêts ainsi que l'assurance de la disponibilité sur le marché des produits stratégiques et de première nécessité. Merci Walter Quizera. Toujours à ce propos, le gouvernement a le devoir de réguler en premier lieu les prix des marchandises. Réaction de Gabriel Rufyiri, président de l'Olucom, après l'annonce du ministre du Commerce disant que la population doit aussi surveiller les prix des boissons. Gabriel Rufyiri précise que les produits de la Braroudi font partie des produits sensibles dont le gouvernement doit surveiller les prix. Gabriel Rufyiri. Je voudrais d'abord vous dire que la structure de la société Braroudi montre en suffisance que le conseil d'administration, bien évidemment sur proposition du directeur général de cette entreprise, de cette société, fixe les prix. Et après, c'est le ministre du Commerce qui fait l'approbation au cas échéant. Pour nous, le conseil d'administration étant présidé par un représentant du gouvernement, pas n'importe lequel, le président de la Cour constitutionnelle du nom de Charles Ndagijimana, qui était là, je crois, depuis 2015, si je ne me trompe pas, est là pour représenter les intérêts de l'État et bien évidemment des citoyens. Donc, c'est le premier rôle de nos serviteurs de protéger les citoyens parce que les produits de Braroudi se trouvent parmi les produits sensibles comme le carburant, comme le sucre, comme l'engrais chimique et bien d'autres produits qui sont des produits que les citoyens burundais utilisent souvent. Donc, pour nous, le rôle des citoyens se limite à un niveau très faible de dénoncer
parce que, comme vous le savez, nos bergers sont là pour nous protéger, pour réguler, surtout pour ces produits sensibles. Voilà pourquoi l'OLICOM n'est pas du tout d'accord avec les propos du ministre du Commerce. C'était Gabriel Oufiri, président de l'OLICOM. Dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. La visite de Pascal Barandagié, ministre burundais de l'Intérieur, au camp des réfugiés de Kakuma au Kenya s'est soldé par un échec. L'objectif de sa visite était de demander aux réfugiés burundais de rentrer au Burundi, qui selon lui est un pays paisible, ce qui n'a pas été accepté par les 5 représentants des réfugiés qui l'ont rencontré. Les détails avec Clovis Nyonzima. Lors de sa visite au camp des réfugiés de Kakuma, le ministre Pascal Barandagié n'a pas eu accès à toute la communauté des réfugiés burundais de ce camp. Il a toutefois pu transmettre son message via leurs représentants. Une rencontre qu'il a fait en présence des représentants du gouvernement kenyan et ceux de la HCR. Il a demandé aux réfugiés de rentrer au Burundi. Son objectif de rencontrer tous les réfugiés ne s'est pas réalisé. Il a fait une réunion avec les représentants du gouvernement et ceux de la HCR, puis ils ont appelé les représentants des réfugiés. À ces derniers, il leur demande de transmettre aux autres le message d'un porteur. Les représentants des réfugiés ont rejeté cet appel. Ils lui ont signifié que la crise persiste toujours au Burundi. Après cette réponse, Pascal Barandagié a demandé aux réfugiés qui le veulent de se mettre sur la liste afin qu'ils puissent rentrer avec lui. Le ministre Pascal Barandagié a signifié aux représentants des réfugiés qu'il ne voulait pas les rapatrier de force et par contre que celui ou celle qui voudrait rentrer pouvait s'inscrire sur la liste des volontaires pour qu'ils puissent rentrer avec lui. Cette visite s'est déroulée dans le secteur de Kakuma 4 et a duré 3 heures. Merci Clovis Nyonzima. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce lundi 20 janvier 2020. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.